J'espère que vous vous portez bien. Désolé pour ce léger retard. J'espère que vous avez passé également une très bonne journée. Bienvenue dans ce live. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépatogastro-entérologue, exerçant actuellement au Sénégal. Et sur cette page, comme vous l'avez si bien remarqué, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons tous les sujets liés à la santé et au bien-être avec les aspects adaptés à chaque question. Et ce soir, nous allons parler de la dysfonction érectile ou faiblesse sexuelle avec deux brillants invités, Dr Jeanne Diao et Dr Emelindo Pereira, que je vais de ce pas inviter nous rejoindre. La dysfonction érectile. Alors, nous allons aborder toutes ces questions-là au cours de ce live. Sonia, bonsoir. Hola, Ike, bonsoir. Godwin, bonsoir. Adou, bonsoir. Alors, Dr Lindo, je t'envoie l'invitation. Alors, c'est un sujet tabou, mais nous allons en parler ce soir avec les aspects de la question. Docteur Jeanne? Oui, docteur Jeanne. Alors, ce sont les aléas du direct. Alors, docteur Jeanne, il est avec nous. Et on voit mon ordi et pas moi. Ouais, il faudrait peut-être... voilà, c'est parfait. Docteur Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lindo, je lui envoie l'invitation également et on l'attend. Docteur Jeanne, vous pouvez vous présenter en attendant que Lindo nous rejoigne. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jeanne Diao, donc je suis médecin et je suis sexologue et je travaille à l'hôpital général de l'hôpital général Idriss Déby, où je fais des consultations de médecine sexuelle. Très bien, excellent. Merci d'avoir accepté l'invitation avec beaucoup de spontanéité. Ouais. Alors, Lindo, on a du mal à voir. Alors, docteur Lindo, je t'ai envoyé l'invitation. Tu peux accepter, s'il te plaît. Et puis, on va peut-être commencer. Faut qu'il arrive à... Oui, il essaie d'appeler, mais n'arrive pas. Plutôt un appel. Je vais lui écrire là.
C'était Mehdi qui n'arrive pas à rejoindre. Je comprends pas. Il faut qu'il insiste, il faut qu'il baisse le... Oui, parce qu'il est en train d'appeler en fait. Je lui renvoie l'invitation. On va voir. Alors, je vais peut-être essayer de l'appeler. Oui. Je ne vois pas la petite liste de lancer un appel. Non, mais va sur le live, sur le direct et je lance l'invitation. Oui, tu dois recevoir la notification que je suis en live. On a quelques petits soucis techniques, mais bon, on va pas tarder à nous rejoindre. Je pense que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Hôtel Lindo doit recevoir la notification et ça devrait être bon. Ah, parfait. Lindo, bonsoir. C'est pas évident, Ouais, mais ouais. bon, on y arrive. Mais je ne le vois pas. Moi, je ne vois pas Lindo. Ah, bon, moi, je vois Dr Hassani et Dr Chan, je vous vois. Alors, Lindo, tu te présentes et puis on va entrer dans le vif du sujet. D'accord. Je me présente Dr Hermelindo Pereira, urologue présentement à l'hôpital, au centre hospitalier Abbas Ndao de Dakar. Donc, voilà, donc je pratique l'urologie depuis au moins une dizaine d'années. Et actuellement, dans le service où je suis, nous sommes 3. Il y a 3 urologues et il y a une grande activité qui est menée là-bas. Donc, on essaie aussi d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et on invite toute bonne volonté et toute autorité à nous aider à ce que le service puisse bénéficier d'un plateau technique permettant la prise en charge des malades, surtout le plan urologique. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi aussi de nous avoir permis de lancer un appel à toute bonne volonté. Avec plaisir. Alors, on va parler de la dysfonction érectile ce soir. Lindo, c'est quoi la dysfonction érectile? La dysfonction érectile, c'est l'incapacité persistante ou récurrente d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante permettant une activité sexuelle. Maintenant,
il faudrait que ce trouble persiste pendant au moins 3 à 6 mois pour qu'on dise que vraiment ce patient souffre d'une dysfonction érectile. C'est-à-dire que si ce trouble persiste au bout de 3 à 6 mois, on peut dire que cette personne souffre de dysfonction érectile. Donc, je répète, c'est une incapacité persistante ou récurrente d'obtenir ou de maintenir une érection d'une rigidité suffisante pour permettre une activité sexuelle. D'accord. Et plus de 3 mois. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ça persiste au-delà de 3 mois afin qu'on puisse parler de dysfonction érectile. Alors, docteur Jacques, quelle est la prévalence de la dysfonction érectile? Vu que c'est un sujet tabou, très embarrassant, comment ça se passe dans la pratique et quelle est la prévalence de la dysfonction érectile, au Sénégal notamment? Oui. Si on se réfère aux études réalisées dans différents services d'urologie, pas une étude nationale, hein. Oui. Par exemple, si on prend 2012 déjà, sur une étude de 512 hommes, plus de 60% présentaient une dysfonction érectile. Maintenant, si on prend une étude qui a été réalisée en 2022, si vous prenez il y avait 118 hommes, la moitié présentaient une dysfonction érectile. Mais la précaution qu'il faut prendre pour parler de dysfonction érectile, c'est est-ce qu'on a utilisé un questionnaire validé ou juste avez-vous une dysfonction érectile ou pas? À ce moment-là, la prévalence peut changer. Puisque vous pouvez demander à quelqu'un, un monsieur comme ça, est-ce que vous avez une dysfonction érectile? Il va vous dire non. Mais quand il va remplir le questionnaire, il va se rendre compte, ah, c'est vrai que je vous dis ça. Vous voyez, donc ça fait des différences au niveau de la prévalence. Mais je voulais insister un peu par rapport à la définition ajoutée, en plus par rapport à la définition de la dysfonction. Pour parler de dysfonction, il faut mettre des critères. Donc, il y a un des critères dont le docteur Frera a parlé, c'était la durée. Mais il y a un autre critère qui est très important, c'est est-ce que ça cause une souffrance chez la personne, une souffrance interpersonnelle. Parce que quand il n'y a pas de souffrance, on ne touche pas. Et quand il y a souffrance, il faut faire quelque chose. D'accord? Et quelle est la tranche d'âge? Quelle est la tranche d'âge d'un médicament? Dans l'étude que j'ai vue, c'est 40-50 ans. Mais bien sûr, ça existe c'est à tous les âges. Hein. On parle d'une dysfonction érectile chez quelqu'un qui a voulu avoir une activité sexuelle. Et on sait que à tous les âges, on peut faire une activité sexuelle et vraiment à tout âge, on peut présenter un problème sexuel. Mais ce qui est important de dire ici, très important, je ne sais pas, il y a combien d'hommes qui nous écoutent comme ça, il y a 17, ils doivent tous savoir que la dysfonction érectile est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire maintenant. C'est un facteur de risque cardiovasculaire jusqu'à quelqu'un qui se présente avec une dysfonction érectile. Il faut faire la preuve qu'il n'y a pas de problème cardiaque ni vasculaire. Et là, après, on dira que c'est autre chose, c'est psychologique. Oui. Nous allons revenir un peu plus tard sur les causes et les facteurs de risque. Alors, docteur Lindo, docteur Jeanne, alors, on parle plus d'impuissance sexuelle, on parle plutôt de faiblesse sexuelle pour à défaut de dysfonction érectile. C'est bien ça? Quelle est l'appellation, disons, profane de la dysfonction érectile? Bon, je prendrai la parole et je laisserai à Dr Jeanne dégayer. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'impuissance, c'est-à-dire impuissance est très fataliste et conduit à dire que cette personne ne peut plus avoir d'activité sexuelle. Quand on parle d'impuissance, c'est la raison pour laquelle après plusieurs congrès, ils ont décidé de parler de dysfonction qui ramènerait à penser à faiblesse sexuelle. Parce que dans faiblesse, il y a encore une petite capacité résiduelle à
avoir une rigidité qui peut permettre à la personne d'accomplir un coït, c'est-à-dire un acte sexuel. Alors, quand on parle d'impuissance, quand on dit que le terme impuissant même ramènerait à dire qu'il n'y a plus, je veux dire, d'espoir pour cette personne d'avoir une érection un jour. Donc, on parlerait plus de faiblesse sexuelle. Voilà. Qui est le terme profane pour dysfonction érectile. Docteur Jeanne, vous avez quelque chose à compléter? Oui, j'entends pas bien quand Lindo parle. Est-ce que vous m'entendez bien quand je parle? Oui. Lindo, approcher ton micro. D'accord, ok. Voilà. Je disais. Non, c'est bon, ça va. C'est un peu. Moi, je voulais juste ajouter par rapport au terme de dysfonction qu'on n'a pas pris comme ça. Il y a un manuel, le DSM 5. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, mais ça évolue tellement en fonction des études, des résultats des études que les gens font. Et le terme consacré, en tout cas pour les scientifiques, en biomédical, en médecine sexuelle, c'est dysfonction érectile. C'est le trouble sexuel. C'est un trouble qui se manifeste, c'est un trouble de l'érection. D'accord? Oui. Et j'en profite même pour dire que le problème, comment se manifeste un problème d'érection? Est-ce qu'il y a une question comme ça? Alors, on va peut-être demander les symptômes de la dysfonction érectile. Ah, d'accord. Lindo, quels sont les symptômes de la dysfonction érectile? Oui. Concernant les symptômes, bon, je peux dire que, comme on dit, c'est quand la personne commence à sentir une baisse de la rigidité ou une absence de rigidité pendant les rapports sexuels. C'est ça les symptômes. Dès qu'elle sent qu'elle a une baisse de la rigidité ou une absence de la rigidité pendant les rapports sexuels, là, déjà, elle peut aller consulter. Et comme le disait le docteur Jeanne tantôt, c'est-à-dire que cette baisse de la rigidité ou cette absence de la rigidité lors des rapports sexuels ramènerait à penser qu'il y a un problème, surtout quand c'est isolé. Je veux dire, quand ce n'est que ce signe, on peut je veux dire, pousser la personne à aller consulter parce que c'est des signes précurseurs des maladies cardiovasculaires, surtout actuellement. Quand il y a une dysfonction érectile chez quelqu'un, on recherche des maladies cardiovasculaires. Donc, toute baisse de rigidité ou une absence de rigidité lors des rapports sexuels devrait amener la personne à consulter. Donc, alors, il n'y a pas d'examen paraclinique, il y a, en fonction des symptômes du patient, il se plaint d'une faiblesse, il arrive et vous posez le diagnostic de dysfonction érectile. Oui, non, en fait, ensuite, il faudrait, bon, il y a un questionnaire, comme dit le Dr Jeanne, il y a un questionnaire pour lui demander, en fait, ça évolue depuis, en fait, ça s'est manifesté comment? Est-ce que c'est de façon brutale ou progressive? Est-ce que, comment dirais-je encore? Quand est-ce que la partenaire, parce qu'elle est satisfaite ou pas, parce que tout ça, ça rentre dans le cadre pour dire, est-ce quand il y a souffrance, on recherche une bonne écoute, et quand il n'y a pas de souffrance, on laisse tomber, parce que dans la dysfonction érectile, il s'agit d'un couple aussi. C'est l'homme qui vient consulter, mais on pousse le patient à venir consulter avec son partenaire. Donc c'est pratiquement, je dirais, la baisse de la rigidité, et on essaie d'argumenter cela par un questionnaire. Je laisse à Dr Jeanne de continuer un peu. Ok.
Alors, donc, quel est le délai? Quand faut-il consulter, docteur Jeanne? Je voulais juste ajouter certaines choses. Par exemple, on est en face d'un homme qui vous dit j'ai une érection qui est molle. En termes populaires, il va vous dire j'ai une érection qui est trop molle. Ou alors j'ai une érection qui est rigide, comme dit Lindo, comme dit Dr. Ferra, c'est rigide, mais dès que je pénètre, l'érection tombe, disparaît, ou bien l'érection devient molle. Ou alors je veux avoir une relation sexuelle avec ma partenaire et je n'ai pas d'érection du tout. D'accord? Donc, c'est important de tenir compte de la souffrance de la personne qui vous parle. Ça, c'est un critère. Et c'est aussi de savoir, puisqu'on est dans une société de polygamie, c'est intéressant de s'intéresser si c'est avec tout type de partenaires, tous les partenaires, ou c'est seulement avec une seule partenaire que ça survient. C'est important de savoir ça. Donc, on a dit, et puis, est-ce que c'est à chaque rapport sexuel ou c'est occasionnel? Est-ce que c'est souvent, ou c'est juste occasionnel ou en fonction des situations? Dans certaines situations, je peux avoir la dysfonction érectile, puis dans d'autres situations, non. Donc, c'est intéressant de savoir ça dans l'interrogatoire quand on est en face d'un monsieur comme ça. Ça permet de discréditer, de discerner un peu. Et en l'écoutant aussi, il faut bien veiller à voir quelle est la personnalité qui est en train de vous parler. Déjà, quand cet homme parle, est-ce qu'il est très angoissé ou est-ce que c'est un homme qui est très détaché? Ça veut dire qu'il est venu consulter, pas pour lui, peut-être parce que la partenaire se plaint. Il y a des hommes comme ça qui se consultent parce que la partenaire se plaint, puis d'autres qui vont consulter parce qu'ils ont dit ah non, ça c'est un gros problème. Si je ne suis pas puissant, il y aura des problèmes chez moi. Donc il faut faire quelque chose. Donc c'est des petits détails dont il faut tenir compte. La plupart du temps, il faut attendre les 3 mois avant de consulter ou dès que ça apparaît, peut-être au bout de mois, il faut consulter. Quel est à peu près le délai? Il faut consulter. Non, il faut consulter aussitôt. Oui. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Dès qu'il y a une modification du fonctionnement sexuel, surtout chez un homme, avec un trouble de l'érection, il faut consulter, il ne faut pas attendre. Maintenant, ça dépend de la personnalité des gens. Vous avez des gens qui viennent vous dire, mais ça m'est arrivé depuis juste une semaine. D'autres vous diront depuis 6 mois. D'autres vous diront depuis 2 mois. Depuis 2 ans, je veux dire. Ça dépend comment chacun gère sa propre situation. Mais l'information à donner, c'est qu'il faut consulter. Surtout à partir de 50 ans. Parce qu'il faut rechercher des facteurs de risque cardiovasculaire. Quand c'est des jeunes, oui. Un jeune normalement n'a pas de dysfonction érectile. Quand c'est un jeune, il faut rechercher le diabète. Il y a des les causes et facteurs de risque de la dysfonction. Chez le jeune, on trouve souvent le diabète d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la dysfonction érectile qui démasque un diabète. Lindo? Normalement, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de pouvoir dire attends, j'attends 3 mois ou 6 mois pour consulter. Oui. Il faut consulter aussitôt. Mais ce qui est sûr, l'info à donner aussi, c'est que quand les personnes ne consultent pas, ce qu'on a vu dans les études, c'est que au bout de 3 ans, pour un homme qui présente une dysfonction érectile, au bout de 3 ans, il pouvait faire un accident cardiaque, un infarctus du myocarde, un ongo. Au bout de 3 ans. Lindo, alors, facteur de risque de la dysfonction érectile. Il y a les cardiologues qui nous suivent. Oui, mais non. C'est-à-dire que bon, il y a des causes, mais on va plus insister sur les facteurs de risque. Parce que effectivement, c'est ce qui entraîne. Parce que à toutes ces causes, à tous ces facteurs de risque, c'est juste la maladie endothéliale. C'est quand l'endothélium est atteint qu'il y a ensuite cette dysfonction. Donc, tout ce qui peut entraîner, je veux dire, une atteinte endothéliale entraînerait une dysfonction érectile. Donc, raison pour laquelle on essaie d'insister sur les facteurs de risque. Comme dit Dr Jeanne, on pousse les gens à consulter un peu plus tôt. De ce fait, si l'on fait en fait une recherche étiologique et qu'on tombe sur une maladie cardiovasculaire, là, la personne est orientée automatiquement chez le spécialiste pour une prise en charge efficiente. Donc, dans ces
facteurs de risque. Je veux dire, il y a effectivement les maladies cardiovasculaires, il y a le diabète sucré, il y a l'épidémie, ça veut dire tout ce qui est problème d'augmentation du taux de cholestérol, surtout du mauvais cholestérol. D'accord. Il y a le syndrome métabolique, il y a la sédentarité, il faut insister sur ça, c'est-à-dire le manque d'activité physique. Il y a le tabagisme qui influe beaucoup. Il y a les troubles du sommeil, en gros. Maintenant, il y a d'autres associations entre dysfonction érectile et des pathologies urologiques, comme par exemple le syndrome douloureux pelvien chez les personnes qui présentent des prostatites chroniques ou une vessie, telles que les affections de la vessie, telles que les cystites. Il y a aussi cette association-là. Mais les facteurs de risque sur lesquels on insiste surtout, c'est les maladies cardiovasculaires, le diabète sucré, l'épidémie, le syndrome métabolique, le tabagisme et la sédentarité. Maintenant, il y a les causes. Donc, je laisserai à Dr Jeanne de détailler encore les facteurs de risque si elle a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui. Oui, Par rapport aux expériences qu'on a, c'est intéressant. Quand on a, par exemple, je vous donne l'exemple d'un monsieur de 72 ans qui vient consulter. Il vous dit, mais j'ai 2 femmes, je n'arrive pas à avoir de rapport sexuel, je n'arrive pas à avoir une érection rigide. La plus petite, la question la plus basale, c'est quand vous priez, est-ce que vous vous fatiguez vite quand vous priez? Les gens, quand ils prient, ils font des mouvements de génuflexion, ils sont assis, ils font la génuflexion, c'est pas une activité intense. Dès que vous dites oui, c'est vrai, je cherche mon souffle quand je fais ma prière, ça, c'est pour le cardiologue. Et quand je lui dis, bon, on va faire un examen cardiaque, il me dit, mais ça y est, j'ai fait mon examen cardiaque. D'ailleurs, le résultat est dans ma poche. Quand j'ai regardé son résultat, il faisait un infarctus du myocarde. Donc, j'ai accompagné moi-même jusque chez son cardiologue. Donc, pour lui, sa priorité, c'était de retrouver une fonction érectile par rapport à ses partenaires. C'était pas le problème cardiaque, alors qu'il en souffrait, en fait. Donc, les gens ne se rendent pas compte vraiment. Ils souffrent, mais ils viennent vous poser un problème sexuel, alors qu'ils sont en train ils ont des dyspnées, mais ça passe en second plan. Donc, ça, c'est pour les jeunes praticiens, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à poser comme question. Surtout si c'est des musulmans, c'est bien à faire. Non. Alors, oui. Donc, parmi, vous savez, l'état de le tonus basal, le pénis quand il est en état basal, le tonus est contracté, le muscle est contracté, les muscles du corps caverneux sont contractés. Alors que l'érection, il faut que les muscles se relâchent, les muscles se détendent pour que le sang puisse rentrer sans problème. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer valablement à quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que je suis détendue, je suis en état d'excitation sexuelle, j'ai une érection, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire que il y a des moments où psychologiquement, il y a une excitation, mais sexuellement, il n'y a pas la réponse sexuelle attendue, il n'y a pas cette relaxation musculaire, il y a encore le tonus adrénergique de base. Ouais. Donc ça, un stress, ça dépend. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs de stress. Mais en tout cas, souvent, on voit que c'est concomitant à un événement. Par exemple, j'ai mon meilleur ami qui est décédé la semaine passée, c'est vrai. C'est après ça que j'ai eu l'érection. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai des problèmes avec ma partenaire ou j'ai des problèmes avec mon épouse, on s'entend pas trop. C'est vrai que c'est à ce moment-là que le problème est apparu. Parce qu'il y a un tonus adrénergique qui est assez puissant, qui fait que le muscle ne se relâche pas et l'érection reste molle. D'accord? Ce qui est intéressant de savoir, surtout chez l'homme actuellement, avec Internet, avec les nouveaux modes de séduction par Internet, les séductions 2.0, on tient beaucoup à la performance sexuelle. Et cette performance sexuelle, c'est très stressant pour un homme.
quand il se retrouve tout d'un coup face à la partenaire, il faut réussir le geste, vous voyez. Et on saute un peu les étapes de mieux se connaître, de se faire la cour, d'être détendu ensemble. Et tout ce qu'on a dans la tête, c'est cette pression qu'il faut que je réussisse bien. Et on remarque que plus il a la pression de mieux réussir, moins ça fonctionne. Parce qu'il est chargé d'adrénaline et le muscle pénien, il ne se détend pas. Puisque au lieu d'avoir la décharge de la molécule qui fait la relaxation, qui est l'acétylcholine, c'est l'inverse. Il y a une décharge d'adrénaline dans le sang et l'érection reste molle ou parfois même absente. Hein. Vous avez des hommes, ils sont tellement stressés par cette angoisse, ils sont tellement stressés par cette performance-là qu'il faut réussir. La question qu'il faut demander, c'est quand la partenaire ou quand sa femme a ses règles, qu'est-ce qui se passe? Il va vous dire j'ai des érections spontanées, rigides, parce qu'il sait que derrière, il n'y aura pas de demande de relation sexuelle. Mais dès que la femme a fini ses règles, ça y est, il n'a plus les érections spontanées, il a peur et il y a une modification de tout ça. Ça aussi, ça peut discriminer du psychologique, du physique. D'accord. Donc, Lindo, Oui. il y a aussi des causes iatrogènes. Oui. En fait, dans les causes iatrogènes, on a la iatrogénie médicamenteuse. Je veux dire, des médicaments qui seraient à l'origine de, comment dirais-je encore, d'une survenue d'une dysfonction érectile. Et parmi ces médicaments, on a les antihypertenseurs. Donc, les diurétiques et les bêta-bloquants, comme antihypertenseurs, sont des médicaments pourvoyeurs de dysfonction érectile. En tout cas, on a remarqué, et c'est décrit dans des revues, que tout homme qui est sous antihypertenseur à base de bêta-bloquants ou de diurétiques aurait comme effet secondaire une dysfonction érectile. Entre autres médicaments, vous avez les antidépresseurs. Et eux aussi, ils entraîneraient une dysfonction érectile. Vous avez les anti-androgènes, surtout ceux qui, dans les cancers de la prostate et les cancers du sein, où l'on utilise les analogues, les anti-androgènes, eux aussi, ils entraîneraient une dysfonction érectile. Maintenant, à part ces médicaments, vous avez ceux qui utilisent des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, et ceux qui consomment énormément d'alcool. Cela aussi souffrirait de dysfonction érectile. Mais les médicaments qu'on peut retenir, c'est les antihypertenseurs et les antidépressifs surtout, et les anti-androgènes. Docteur Jeanne, il y a une question. Est-ce que l'utilisation fréquente des aphrodisiaques peut causer une dysfonction érectile? Il faut comprendre ce que c'est un aphrodisiaque. Qu'est-ce qu'on entend par aphrodisiaque? Un aphrodisiaque, il agit sur le désir sexuel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, l'aphrodisiaque agit normalement sur le désir sexuel. Il n'agit pas sur la fonction érectile en tant que telle. Il n'agit pas sur le muscle. Il y a un aphrodisiaque, c'est une seule étude validée, c'est l'utilisation du ginseng. C'est le chinois, le ginseng. Et tout le reste, c'est pas validé comme quelque chose qui peut régler. C'est plutôt des placebos. C'est plutôt l'aphrodisiaque servirait de placebo dans la dysfonction érectile. Si ça fonctionne, c'est tant mieux. Ça veut dire que le problème n'est pas. Est-ce que l'utilisation fréquente de ces produits peut conduire à une dysfonction érectile? C'est ça la question. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Puisque j'ai dit que l'aphrodisiaque agit sur le désir sexuel. Oui, par exemple, si, je ne sais pas de quel aphrodisiaque vous parlez, mais par exemple, si culturellement, l'aphrodisiaque a un sens culturel aussi. Par exemple, ici, le ginger. Le soir, vous avez une épouse, elle a fait un bon poulet, puisqu'il y a des hommes qui vous disent que moi, quand je vois ma femme me mettre comme repas de la viande, je sais qu'elle veut quelque chose. Elle pose son verre de ginger. Tout de suite,
qu'est-ce qui se passe? Le cerveau prend le relais et commence à entrer, en tout cas subjectivement, il y a une excitation sexuelle. Ça marche pour un Sénégalais, par exemple. Je donne l'exemple du Sénégalais, ça fonctionne comme aphrodisiaque. Mais ça ne marchera pas pour quelqu'un qui est de notre culture, qui est un Américain, qui n'a jamais bu de ginger et qui ça va piquer sa langue et qui va dire mais je me sens pas bien. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que maintenant il faut se baser sur l'utilisation en permanence d'aphrodisiaques? Si vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit mais je suis obligé d'utiliser des produits pour me sentir performant, peut-être là il y a un problème, puisque dans tous les cas chez tous les hommes il y a ce qu'il faut, la compétence qu'il faut pour être en excitation sexuelle. Donc il faut pouvoir être en excitation sexuelle, mais surtout maintenir l'excitation sexuelle suffisamment longtemps. D'accord? Et ça passe par des apprentissages. J'ai reçu aujourd'hui en consultation un couple, tous les deux n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc le monsieur ne pensait qu'à la pénétration. Toute la partie relationnelle, plaisir, se caresser, s'embrasser, pour lui c'était quelque chose à faire rapidement pour passer à la pénétration. Mais effectivement, il avait des érections instables. Il a une bonne érection, puis tout d'un coup, au moment de pénétrer, l'érection devient molle parce que le stress entrait en jeu. Vous voyez. Si vous lui donnez un aphrodisiaque et qu'il pense que ça peut marcher et qu'il ne stresse pas, qu'il ne décharge pas d'adrénaline, ça peut fonctionner. Ouais, mais ça ne gâte rien, ça ne fait rien, ça n'a aucune influence au niveau du fonctionnement du corps. D'accord? Mais psychologiquement, ça l'a dopé. Peut-être qu'il progressera sans aphrodisiaque plus tard. Mais vous en avez d'autres qui ont tellement manque de confiance en eux-mêmes qu'il leur faut chaque fois ce même aphrodisiaque pour fonctionner. Ça, c'est un gros problème de stress, c'est un haut niveau de stress par rapport à ces hommes-là qui fonctionnent comme ça. Faites attention à ceux qui vous parlent d'aphrodisiaque alors qu'en fait, ils prennent des vrais médicaments. Et sous couvert, bon, je prends un aphrodisiaque, alors qu'en fait, ce qu'on leur a vendu, c'est il y a bien un inhibiteur de la phosphodiestérase dedans, sans qu'ils le sachent. Parce que s'il a plus de 50 ans qu'il est cardiaque, c'est un gros problème. Parce que ce qu'il faut savoir dans les quartiers, les gens font des tontines. Les hommes à la retraite, ils font des tontines pour que chaque mois, il y en a un qui pioche et que c'est lui qui va aller acheter son aphrodisiaque soi-disant. Mais on leur donne des inhibiteurs. Et j'ai vu un groupe de 3 personnes, les 2 sont décédés quand ils ont pris ça. Et c'est le 3e qui a pris peur, qui allait montrer la boîte à sa pharmacienne du quartier. Il lui a dit, mais ça c'est quoi? Parce que nous on prend ça, mes 2 copains sont morts. Il lui a dit, mais ça il faut le prendre sous prescription médicale. Et ils ont appelé ça aphrodisiaque. Donc faut faire très attention. Qu'est-ce que la personne a, quand une personne dit aphrodisiaque, qu'est-ce qu'elle entend par aphrodisiaque? Est-ce que c'est juste le jus de ginger, c'est juste une potion, mélange ginger, plein de produits comme ça qu'ils ont mis, des plantes, du miel comme ça qu'ils ont mis, ou c'est autre chose? D'accord? Maintenant qu'ils le prennent et que ça fonctionne, moi ça me dérange pas. Mais derrière, quelle est sa capacité à faire confiance, à avoir confiance en ses capacités à être en excitation sexuelle, à maintenir l'excitation sexuelle et avoir une pénétration suffisamment satisfaisante. Vous comprenez? Mais bon, on sait maintenant qu'avec tout ce qu'on voit sur Internet, effectivement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il y a plein de choses qui sont vendues sur Internet. Ils vont vouloir les utiliser. J'ai eu un patient, j'ai fait 1 heure de temps avec lui. Tout d'un coup, il y avait un aphrodisiaque sur le bureau parce que je suis avec une autre collègue. Il me dit, mais je vois quelque chose là-bas, là. Et c'est marqué. J'ai dit, ah, tiens, moi, je l'avais pas vu. Ah, je fais mon ordonnance, je lui donne. Il me dit, mais docteur, vous pouvez pas associer l'autre là-bas? Vous voyez ce qui peut se passer dans la tête de l'homme. Je dis, là, il y a quelque chose que je n'ai pas réussi, puisque je n'ai pas réussi à rétablir sa confiance en lui-même. D'accord? Puisque, ok, il existe. Ce qu'il faut dire aux clients, aux patients, il n'y a aucun inhibiteur de la il n'y a aucun médicament qu'on prend et l'érection va se lever tout seul, sans être en situation d'excitation sexuelle psychologique. Ça, c'est clair. Donc, il y a quelque chose de soi-même qui fait que le médicament va être efficace. Sans rien en soi, le médicament, il ne fonctionne pas. Alors, on va parler alors de la prise en charge. Comment prendre en charge la dysfonction érectile? Lindo? Non,
mais avant cela, je reviendrai sur les médicaments dont parle le docteur Jeanne. Oui. Je ne donnerai pas de nom. Je veux dire, il y a plein d'aphrodisiaques, entre guillemets, que les gens vendent et qui sont très utilisés parce qu'effectivement, il y a cela un mois, effectivement, nous, on prescrit des médicaments quand on diagnostique une dysfonction érectile pour aider la personne à avoir confiance en elle, comme dit le docteur Jeanne, et qu'elle puisse par la suite ne pas utiliser le médicament, s'il est possible, et avoir un acte sexuel complet. D'accord? Mais je lui ai donné un médicament et il m'a dit que ça ne marche pas. D'accord? Et ensuite, il me dit qu'il a utilisé un aphrodisiaque qu'on lui a vendu et qu'avec ça, vraiment, il a eu vraiment satisfaction. Mais dans notre groupe de l'Association sénégalaise d'urologie, on nous a envoyé, comment dirais-je encore, un article qui disait que ce fameux aphrodisiaque, effectivement, contenait effectivement des doses de ce médicament à 4 fois ce que nous on prescrit. On prescrit jusqu'à 50 mg, voire 100 mg, peut-être chez le diabétique, d'accord? Mais dans ce médicament, on retrouvait 250 mg de ce médicament. Vous voyez donc, la dose est quadruplée et après, ils vous disent que oui, j'ai eu satisfaction. Mais ce n'était pas un aphrodisiaque. Non, c'est un médicament dans lequel on a mis du gingembre, du ginseng, tout ce qu'on veut, mais avec une dose extrêmement élevée de médicaments. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que effectivement, si cette personne a une pathologie cardiovasculaire, ça peut entraîner un décès. Donc, il faut faire attention quand on dit qu'il ne faut pas acheter les médicaments de rue, c'est pour éviter cela. Parce que nous, on ne savait pas. Il a donné le nom et il a dit qu'avec ça, ça marchait. Mais heureusement que quelqu'un a envoyé un article qui disait que cet aphrodisiaque contenait des doses très élevées de médicaments. Voilà. Maintenant, alors, en urologie, comment se passe la prise en charge d'un patient qui souffre d'une dysfonction érectile? Point de vue de l'urologue. D'accord. Bon, en urologie, quand on reçoit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre à l'aise la personne. C'est-à-dire il faut la détendre. Parce que quand elle est stressée, comme dit, et qu'elle rentre chez elle avec un stress comme quoi elle n'arrivera pas à avoir une érection, donc c'est cette décharge d'adrénaline qui fait que ça ne marchera pas. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. C'est-à-dire ne se dire que ça ne va pas marcher, eh bien ça ne marchera pas. Parce que c'est le stress là que vous développez qui fait que vous envoyez énormément d'adrénaline en vous, qui fait que le tonus au niveau du pénis ne va pas se relaxer. C'est-à-dire que les cellules musculaires lisses ne se relâchent pas et du coup, vous n'avez pas d'érection. Donc déjà, il faut que mentalement, que la personne se dise qu'elle est capable d'avoir une érection. Donc, il faut la mettre à l'aise et ensuite lui dire qu'il y a des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire de faire du sport, c'est de manger sainement, c'est de dormir correctement. C'est-à-dire, quand je dis dormir correctement, il faut avoir un sommeil régulateur. D'accord? Il faut faire du sport. Il faut un régime méditerranéen, comme on dit, c'est-à-dire éviter tout ce qui est produits industriels et manger des produits frais, des produits en fait de saison. Et c'est sur le plan hygiéno-diététique, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, en plus de cela, on passe au traitement oral. Il y a un traitement oral, il y a un traitement local, il y a un traitement chirurgical. C'est-à-dire le traitement local, on utilise des inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. C'est-à-dire c'est le gold standard
dans le traitement de la dysfonction érectile, c'est les inhibiteurs de la phosphodiesterase. D'accord? Parce qu'on a vu que c'est eux qui donnent de meilleurs résultats. D'accord? En plus du traitement oral avec l'inhibiteur de la phosphodiesterase, nous avons des traitements locaux. Quand ça ne marche pas ou quand le traitement oral est contre-indiqué, parce que les inhibiteurs de la phosphodiesterase sont contre-indiqués chez les cardiopathes, ceux qui utilisent les dérivés nitrés et ceux qui utilisent des médicaments qui augmentent la production du monoxyde d'azote. Donc, dans ce cas de figure, on ne prescrit pas d'inhibiteur de la phosphodiesterase. Donc, dès que la personne prend un dérivé nitré, on n'en donne plus. Donc, à cela, il faudrait qu'on trouve quelque chose. Donc, on peut leur demander de faire un traitement local, c'est-à-dire avec le vacuum. C'est-à-dire, c'est un complexe qui permet de créer une érection avec un appareil. Bon, je vais essayer de trouver une image que je vais peut-être t'envoyer, que tu vas mettre dans le réseau pour montrer c'est quoi le vacuum. D'accord? Et en plus de ça, on a aussi les injections intracaverneuses de prostaglandine. Et ça aussi, c'est quand le traitement oral ne peut être prescrit ou ne fonctionne pas, on peut passer à l'injection intracaverneuse. Mais pour ce type de traitement, il faut vraiment qu'il y ait une éducation du patient, parce que c'est des injections qu'il se fera lui-même et ce n'est pas évident. Donc, il faudrait éduquer le patient à ce qu'il puisse s'injecter lui-même le produit. Mais il faut aussi savoir que ce produit est contre-indiqué chez les drépanocytaires qui ne peuvent pas avoir, parce que ça peut provoquer un priapisme et ça peut aggraver leur cas. En plus du traitement oral, du traitement local, vous avez aussi les traitements chirurgicaux. Quand les deux là ne fonctionnent pas, on passe à la prothèse pénienne. Mais ça, c'est vraiment quand le traitement oral ne fonctionne pas et que l'injection intracaverneuse aussi ne fonctionne pas. Dans ce cas de figure, on demande à la personne que ce qu'on peut lui proposer, c'est les prothèses péniennes. Mais ça, c'est l'ultime recours quand le traitement oral et le traitement local ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, une question, Lindo. Oui. Alors, les médicaments, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, peuvent-ils être prescrits par tous les médecins ou comment ça se passe? Est-ce que c'est donc uniquement l'urologue qui doit prescrire ces produits ou tous les médecins peuvent prescrire ces médicaments? Et comment ça se passe? Le médecin généraliste peut prescrire. Du moment qu'il a, je veux dire, diagnostiqué, qu'il a posé le diagnostic de dysfonction érectile, d'accord, et qu'il a éliminé aussi, il faudrait que dès qu'il pose, moi personnellement, quand je pose le diagnostic de dysfonction érectile chez une personne qui a des comorbidités, j'envoie chez le cardiologue. Oui, je lui demande tout un bilan et j'envoie chez le cardiologue. Ensuite, il me revient pour me dire que j'ai tel ou tel problème cardiaque et on m'a prescrit tel médicament. Donc, c'est pour éviter de mettre des inhibiteurs de la phosphodiesterase chez quelqu'un qui a des dérivés nitrés. D'accord? Là, dans ce cas, je ne le mets pas. Donc, le médecin généraliste, autant que nous, peut prescrire des inhibiteurs de la phosphodiesterase, mais en prenant soin de s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie cardiaque sous-jacente et de ne pas passer à côté. Donc, en fait, quand l'urologue adresse le patient au cardiologue, c'est pour la recherche de facteurs de risque et vérifier la prise de médicaments. Oui, effectivement, parce qu'on a remarqué que, comme dit Dr Jeanne, de plus en plus,
c'est-à-dire la présence d'une dysfonction érectile et l'expression primaire des maladies coronariennes. C'est-à-dire que c'est d'abord les vaisseaux au niveau pénien qui sont atteints, c'est l'endothélium des vaisseaux du pénis qui sont atteints avant l'atteinte des vaisseaux du cœur. Parce qu'en fait, le calibre est différent. Au niveau du pénis, le calibre est très petit et l'endothélium donc souffre plus d'une pathologie coronarienne que les vaisseaux du cœur. Donc, dès qu'il y a une DE, dès qu'il y a une dysfonction érectile, j'envoie chez le cardiologue pour qu'à son niveau, il recherche une pathologie cardiaque. Et le cardiologue peut prescrire les inhibiteurs ou le cardiologue te renvoie le malade, renvoie le malade à l'urologue. Comment ça se passe la plupart du temps? Dans l'annonce. Oui, la plupart du temps, le cardiologue nous dit que vous pouvez prescrire. Il ne prescrit pas. Le cardiologue dit à l'urologue, oui, ce patient peut être mis sous inhibiteur de la phosphodiesterase 5. À ce moment, à nous de choisir le type d'inhibiteur parce qu'il y a plusieurs classes. Et selon, je veux dire, la pathologie du patient, parce qu'il peut être diabétique. Et chez le diabétique, on sait que des doses de 50 mg de sildenafil peuvent ne pas être efficaces. Donc, on passe à la dose de 100 mg. Mais ça, c'est à nous. Mais dès que le cardiologue nous dit qu'on peut prescrire, à notre niveau, nous, maintenant, on essaie de voir quelles sont les doses à mettre pour avoir une érection efficace. En gros, avant de prescrire les inhibiteurs, il faut s'assurer des antécédents du patient et des médicaments qu'il prend. Exactement. Et combien de temps faut-il généralement pour traiter la dysfonction érectile sous traitement oral? Combien de temps à peu près? Non, en fait, dès que le malade, à la première prise, si le malade, si on élimine qu'il n'a aucune pathologie cardiaque ou de maladie cardiovasculaire, si c'est une dysfonction érectile psychogène, je veux dire qu'il n'y a aucune origine organique, là, on lui prescrit une fois pour lui permettre d'avoir confiance en lui et de se dire qu'il est capable d'avoir une érection la prochaine fois. C'est pour rassurer, c'est pour lui dire que, tu vois, ça fonctionne. Donc, tu peux avoir une érection en ayant confiance en toi et qu'avec ta partenaire, qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut éliminer tous les problèmes. Par contre, quand il y a une origine organique, le traitement peut être long. Ah oui, il peut être très long. C'est-à-dire qu'il faut prescrire autant que peu jusqu'à ce qu'une érection par un stimuli, en fait, juste le stimuli provoque cette érection. Mais sinon, on peut prescrire autant que se peut un traitement oral. Docteur Jeanne, vous avez quelque chose à compléter? Oui. Par rapport à la prise en charge, j'ai longtemps écouté, donc j'avais quelque chose en tête que je voulais dire, mais je vais m'en rappeler. Et parfois, vous pouvez prescrire un inhibiteur de la phosphodiesterase 5 et le patient vous revient pour vous dire, mais finalement, j'ai même pas eu à l'utiliser parce qu'il a repris confiance en lui-même et ça fonctionnait sans le médicament. Vous voyez? Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout médecin doit être formé, doit avoir les compétences de prendre en charge une dysfonction érectile. C'est une pathologie tellement fréquente que tous les patients qui pourraient consulter, tous les urologues ne peuvent pas les recevoir. Mais la seule différence, c'est de pouvoir amener la question, quand on est généraliste ou spécialiste d'autre chose que l'urologie, amener la question avec un patient qu'on connaît, surtout dans les pathologies chroniques. Est-ce que ça va que pensez-vous de votre vie sexuelle? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie sexuelle?
que le patient puisse vous parler pour dire, ah, mais c'est vrai, docteur, ça fait 2 ans que je veux vous parler de ma vie sexuelle, je savais pas par où commencer. Vous comprenez? Il faudrait que le médecin soit formé à amener cette question-là, à poser ces questions à leur patient, à s'ouvrir, créer une ouverture pour que le patient puisse parler de sa vie sexuelle. Et donc, avec tout ce qu'on a dit ici, recherche de facteurs de risque, tout, et si vous pouvez prescrire, il faut prescrire. D'accord? Donc, tout médecin devrait pouvoir faire ça. Parce que s'il faut envoyer tout le monde à l'urologie ou en sexologie, il y a beaucoup de patients. Vous comprenez? Ça c'est un point très important. Donc, quand la personne, si c'est une angoisse de performance, parfois, même sans le médicament, ça peut fonctionner. Mais dans tous les cas, il faut toujours intégrer le traitement médicamenteux et le traitement de l'angoisse de performance, rassurer. Quand un patient ne sait pas, ça permet au problème sexuel c'est des facteurs de maintien, le manque de connaissance de ce qui se passe. C'est un facteur de maintien de la dysfonction érectile. Donc, il faut casser ce qui maintient. Parce que ce qui peut favoriser la dysfonction érectile peut être différent de ce qui fait maintenir la dysfonction érectile. Parfois, la personnalité même de cet homme-là qui dit, ah non, moi, je suis un homme, je ne dois pas en faire un échec, c'est un échec pour moi. Vous voyez, il faut aller du côté psychologique, qui comprennent qu'en fait, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup, quand il y a des événements de vie, ça peut se passer ainsi. Donc, il accepte déjà que je veux faire un acte sexuel, puis j'ai une panne, et puis ça va passer, je fais du sport, je dors mieux, je règle mes problèmes relationnels. Vous voyez, il y a des hommes, il faut leur permettre de passer par là pour pouvoir régler le problème de l'érection. D'accord? Donc, ça dépend maintenant. Si c'est en thérapie, il y en a plusieurs offres, on a plusieurs offres, hein. Parfois, c'est juste entre ce qui est véhiculé dans la société que j'ai intégré, d'accord, et le résultat que ça donne. Donc, de toute façon, j'ai un problème d'érection, ce n'est pas moi, c'est ma coépouse, je viens d'épouser une femme, donc on me l'a fait. Donc, c'est la femme que je viens d'épouser qui me l'a fait. Vous comprenez? Il y a autre chose, il y a des choses à déconstruire à ce niveau-là. Parce que quand la personne a dépassé, elle retourne dans ce qu'elle sait. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle a toujours entendu que mystiquement, on peut atteindre quelqu'un. D'accord? Donc, il faudrait pouvoir éliminer ces croyances-là. Tout individu vient avec des croyances. Si on ne travaille pas sur les fausses croyances, c'est les facteurs de maintien du stress, de la peur, quoi. D'accord? Donc, il faut pouvoir discuter de ça, que la personne reprenne du pouvoir sur sa propre vie. Parce que, en fonction des personnalités, l'extérieur a beaucoup de poids sur sa propre vie. Donc, pouvoir que cette personne reprenne de la puissance sur sa propre vie, pour pouvoir aller vers le rétablissement d'une bonne fonction érectile. Effectivement, entre-temps, il a pu prendre 1 fois, 2 fois, et puis après, de lui-même, cette personne va laisser. Parfois, c'est les partenaires. Parfois, il faut arriver à voir cet homme-là avec la partenaire. Des fois, ça peut passer par la thérapie de couple pour pouvoir régler le problème d'érection, puisque c'est un problème relationnel qui a déclenché le problème d'érection. Ce qui est surprenant, c'est que moi, des fois en consultation, des hommes viennent pour dysfonction érectile, mais une fois qu'ils ont compris que ça pouvait être psychologique, une fois qu'ils ont compris que ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec une partenaire, qu'en fait, c'est juste, c'est pas la domination qui est importante. Ils se lèvent tout d'un coup, dès qu'ils sont rassurés, ils se lèvent, alors qu'on n'a même pas fini de développer notre théorie. Ils se lèvent, ils disent, docteur, c'est bon, j'ai compris. Vous venez de sauver un couple, parce que sortant d'ici, je disais que j'allais divorcer ma femme pour épouser une autre. Parce qu'elle m'écoute pas ou elle ne fait pas ce que je lui demande de faire. Mais quand ils se rendent compte que ça peut être beaucoup plus simple dans la relation que ça. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans la dysfonction érectile, tant du côté médicament, enfin, le traitement intégré. On appelle ça traitement intégré. Et avant de prendre les questions, une dernière, comment prévenir la dysfonction érectile, Dr. Jeanne? Informer. Il faut beaucoup informer. Parce que chaque année, il y a une génération de jeunes qui arrivent, une génération de jeunes couples qui arrivent, avec l'initiation sexuelle qu'on fait par Internet.
par la pornographie, pensant que c'est juste la pénétration, que le plaisir, c'est plus au niveau de la partie relationnelle. Donc, il y a beaucoup d'informations, une éducation, quoi, à faire au niveau de la sexualité. C'est de moins en moins tabou, mais il y a beaucoup d'informations à donner pour venir. Ensuite, quand je reçois un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, je m'assure que ce patient a compris les facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir du cholestérol? Le diabète, est-ce que vous avez compris que le traitement est à vie? L'hypertension, est-ce que vous avez compris que le traitement est à vie? Celui qui arrive avec des antécédents de cancer, avec cancer, qu'est-ce que votre médecin a dit? Mon médecin m'a dit de venir vous voir. Quelle est votre pathologie? Ah, je sais pas, il m'a pas dit. Je dis non. Il va d'abord vous dire ce que vous avez et nous on discute. Et je le renvoie à son médecin qui n'ose lui dire que son patient a un cancer. Discuter de tout et il revient. Vous voyez, il y a tous ces petits détails à voir pour que parce que quand il sait, il a une meilleure qualité de vie aussi. Il contrôle mieux ce qui passe en lui-même. Alors que nous, culturellement, on pense qu'on ne dit rien, on protège la personne. Non, il faut expliquer pour que la personne puisse contrôler elle-même sa propre vie. Vous comprenez? Exact. Alors, je vais prendre quelques interventions rapidement. Oui, en gros, tenir compte des maladies qu'on a avant de se lancer dans ces traitements. Maladie. C'est un tout, faut bien compris. Ouais. Bonsoir, docteur. J'ai pris le live en retard. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà posé la question entre le rapport entre la prise intempestive d'aphrodisiaque et le dysfonctionnement érectile. On a déjà répondu. Oui. Non. Normalement, pour un aphrodisiaque, vrai aphrodisiaque, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre l'aphrodisiaque lui-même et la dysfonction érectile. Par contre, il y a un lien avec l'angoisse de performance et la dysfonction érectile. Oui. Ça fait partie du trait de personnalité. Les injections intracaverneuses de plasma riche en plaquettes. Ça, je n'ai pas Injection. Tu m'entends? Injection intracaverneuse de plasma riche en plaquettes. Oh. D'accord, ok. Non, en fait, ça, c'est un traitement qui est proposé à certains patients qui présentent une dysfonction érectile associée à ce qu'on appelle la maladie de Laperoni. La maladie de Laperoni, c'est la présence d'une plaque fibreuse au niveau des corps caverneux qui entraîne en fait une difficulté à avoir une érection. Donc, il y a une déviation de la verge et cette injection intracaverneuse de plasma riche en plaquettes est proposée depuis plus de 10 ans dans le traitement de la maladie de Laperoni. Mais ce n'est pas, oui, en fait, c'est pour traiter la cause qui entraînerait après une dysfonction érectile. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas proposé pour quelqu'un qui n'a pas la maladie de Laperoni de lui faire une injection de plasma riche en plaquettes. Alors, nous sommes au thème du live. Je vais vous laisser pour le mot de fin. Et puis après, on va fermer la session. Bon, moi, je dirais juste aux jeunes, puisque Dr Jeanne a parlé de la prévalence. C'est-à-dire qu'on retient qu'il y a énormément de dysfonction érectile entre 40 et 50 ans. Il y a quelque chose qui est très important à savoir. Il y a les érections nocturnes ou matinales. C'est les érections physiologiques que l'on a entre minuit et 6 heures du matin. C'est-à-dire, c'est sans stimuli, ça arrive dans le sommeil paradoxal. Donc, on est en plein sommeil, on se lève et on voit qu'on est en érection. Je dirais à tout jeune, c'est-à-dire que quand on commence à voir qu'on n'a plus d'érection nocturne aussi, il faut consulter. Alors, quand il y a une disparition de ces érections, c'est-à-dire qu'on commence à avoir depuis plus d'un mois, je n'ai pas d'érection nocturne, il faut consulter. Parce que ça pourrait dire qu'on a une origine organique de cette dysfonction érectile. D'accord. Je laisse
à Dr Jeanne si elle a quelque chose à ajouter. Oui. J'ai oublié de dire aussi qu'il faut bien vérifier que c'est un problème d'érection, que c'est une dysfonction érectile et pas un problème de désir sexuel. Il ne faut pas confondre la personne qui a un problème entre le désir sexuel et un dysfonctionnement au niveau de la fonction érectile même. C'est important à savoir. Ensuite, par rapport à la prise en charge sexologique, puisque c'est ce que je fais, il ne faut pas garder les patients en consultation d'urologie. Il faut les référer, hein, Lindo? Il faut dire à tes collègues qu'ils puissent les référer, qu'on puisse voir du côté relationnel, existentiel, au niveau cognitivo-comportemental, ce qui peut améliorer, ce qui peut accompagner le bien-être, le patient, moi je dis pas le patient, je dis client, à retrouver son bien-être. C'est très intéressant, c'est très important. Très bien, d'accord. Je passerai le message à mes collègues urologues, effectivement. Ben, merci, Dr Jeanne, merci, Dr Pereira. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à nos différents intervenants. Et je vous dis excellente soirée et à bientôt. Merci et félicitations d'organiser ça. Merci beaucoup. Vraiment merci, docteur. Merci, docteur Pereira. Merci, à bientôt.